Eh bien, ça va être dur. Bonjour à tous, merci de cette invitation, Guillaume Lacroix. Merci à vous tous de m'accueillir. Je suis sincèrement ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui. Je ne dirais pas que mon ravissement est exponentiel, mais je suis le premier étonné à être à ce point ravi d'être ici présent. J'ai souvent été invité par différents partis politiques dans des congrès, dans des manifestations, dans des conventions, dans des universités d'été. J'ai toujours très poliment décliné. De la même manière, je n'ai jamais fait partie d'aucune confrérie, d'aucun groupe, d'aucun parti politique et même pas de la moindre association. Je me suis toujours tenu prudemment à l'écart de tout cela. Je ne sais pas si ça a la moindre réalité physique, Étienne Klein, mais je suis ce que l'on pourrait appeler un électron libre. Et je dis cela sans aucune vanité. Je sais que ce statut me permet de jouir et parfois d'abuser d'une liberté de parole totale, que peut-être cela contribue à m'accorder un peu de sympathie et de crédit, mais j'ai parfaitement conscience aussi des limites de cette position, de cette modalité d'action solitaire. Je sais qu'un électron libre, ça ne change pas le monde. À un moment, il faut s'inscrire dans une démarche collective, politique. Un parti, ça peut changer le monde, pas un électron libre. Un électron libre, ça n'influe pas sur le cours des choses. Vous pouvez influer sur le cours des choses. En quelque sorte, si on était dans Star Wars, moi, je pourrais me rêver en Han Solo, mais la résistance chargée de lutter contre l'étoile noire de tous les ismes, le zémorisme, l'islamisme, le wokisme, eh ben c'est vous. Alors quand Guillaume Lacroix m'a invité à votre convention, je n'ai pas hésité une seconde. Parce que ce n'est plus le temps de mes pudeurs de particules élémentaires, parce que je crois que nous avons tous conscience ici et ailleurs d'ailleurs, parce que le constat est général, et Étienne l'a évoqué, que nous sommes dans une crise profonde, que nous sommes à un tournant, que nous sommes à la croisée des chemins. Il faudrait être aveugle ou fou pour ne pas en voir les signes. Ça a commencé d'abord il y a 5 ans par la prise de pouvoir en 6 mois de quelqu'un que peu de monde, qui n'avait même pas de parti, qu'on ne connaissait pas, qui venait un peu de nulle part, et qui a relégué les partis traditionnels, qu'ils soient de droite ou de gauche, dans un grand embarras et qui les a profondément déstabilisés. Et je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle pour la démocratie de quelque bord que l'on soit. Et puis les gilets jaunes, et puis l'abstention dont tu parlais, qui a atteint des records, et puis ce phénomène qui est en même temps horrifiant, mais qui est fascinant et auquel nous assistons, celui de l'émergence d'Éric Zemmour. Tout dit le profond malaise et la déstabilisation de notre société. Et je pense, comme d'autres, que dans 5 ans, il sera trop tard. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est peut-être ici que ça se joue pour ce qui est de la défense des valeurs républicaines. Je n'ai pas hésité non plus parce que, à tort ou à raison, et sans connaître aucun d'entre vous, et si j'ai tort, vous ne tarderez pas à m'envoyer bientôt des tomates, je considère que vous êtes ma famille quasiment naturelle. Et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de risque de récupération parce que ça n'a pas de sens, parce que vous défendez exactement les mêmes valeurs républicaines que celles que je m'époumonne à défendre dans des salles d'audience, souvent contre l'air du temps. Alors, je n'ai pas hésité enfin parce que Guillaume Lacroix m'a proposé non pas de faire un discours, mais une conversation au cours de laquelle je serai quand même le seul à parler, mais je le conçois quand même comme une discussion plus que comme un discours. Et puis, j'ai accepté enfin parce que, je dois vous l'avouer, j'idolâtre Étienne Klein. On m'a demandé donc d'intervenir sur les attentes que l'on pouvait avoir à l'égard d'une gauche républicaine, sur les enjeux de cette gauche et sur mon regard de citoyen. À Étienne Klein, la connaissance, à moi, la politique, c'est comme ça. Et c'est là que je vais faire usage de ma liberté de parole. Mes attentes, je dois vous l'avouer, elles ont été désespérément déçues depuis bien trop longtemps. La gauche, ma gauche,
tétanisé par les discours d'extrême droite d'un côté et d'extrême gauche de l'autre côté, ne dit plus grand-chose depuis trop longtemps. Ma gauche a laissé, depuis le début des années 2000, quelques individus se battre seuls sous les accusations d'islamophobie, alors que nous ne faisions qu'essayer de défendre nos valeurs républicaines. Et je pense évidemment à mes amis de Charlie, mais je pense aussi à Caroline Fourest, à Elisabeth Badinter, à Malek Bouti et à bien d'autres. Les enjeux, ils sont immenses. Alors que ce n'est quand même certainement pas un hasard si la crise existentielle de la gauche coïncide avec la crise existentielle de ce pays. Il y a quand même probablement un lien. Ma conviction, c'est que la quasi-disparition de la gauche modérée déséquilibre tout notre édifice démocratique. Son incapacité à se réinventer, son malaise, sa gêne à traiter des problèmes qui fâchent, laisse un vide énorme. Et comme, là encore, Étienne Klein le sait, la nature a horreur du vide. Alors l'espace que vous n'occupez pas, d'autres l'occuperont. Et surtout, cette disparition laisse toute une partie de notre peuple totalement désœuvré, sans plus de représentation politique. Vous ne pouvez pas imaginer les centaines, peut-être les milliers de messages que je reçois de gens de gauche qui ne savent plus quoi faire, qui sont malheureux, qui sont tristes, qui ne savent plus dans quoi s'engager, qui ne savent plus comment réagir aux atteintes républicaines. Et ce sont des professeurs, et ce sont des instituteurs, ce sont des gens qui pensent comme nous, mais qui ne savent plus quoi faire pour se rendre utiles, parce qu'ils ne connaissent pas la représentation politique et ils n'en voient pas dans laquelle ils pourraient s'engager. Et s'il n'y a plus de gauche républicaine pour parler avec le langage de la raison aux peurs de nos concitoyens, que l'on ne peut pas traiter avec le mépris, avec arrogance ou avec condescendance, que ces peurs soient économiques, sociales ou identitaires, alors encore une fois, d'autres le feront. Et de la peur aux ténèbres, il n'y a jamais très loin. Vous avez une responsabilité de réinventer un discours pour parler à ces peurs de tous. Il y a 40% de personnes dans notre pays qui votent à l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on fait? On ne leur parle pas? On ne parle pas à leur peur, à leur crainte, on fait ça depuis trop longtemps. Ce sont parfois des gens qui votaient à gauche, qui votent maintenant à l'extrême droite. Mais on ne leur parle plus depuis des décennies. Dans une salle d'audience, et Corinne Lepage le sait, dans une salle d'audience, on parle au diable, on parle aux terroristes, on essaie de les comprendre, de voir quels sont les raisonnements. Parce que comment vous voulez combattre si vous ne comprenez pas d'abord l'autre, si vous n'avez pas envie d'aller vers l'autre pour le ramener vers la lumière? On ne peut pas les laisser dans l'obscurité. Vous êtes la gauche de raison. Vous n'avez jamais bougé. Vous n'avez jamais cédé sur la laïcité, sur la défense de l'universalisme, malgré les coups de butoir de l'ère du temps. Vous n'avez jamais trouvé que Salman Rushdie avait eu tort de publier les versets sataniques. Vous n'avez jamais trouvé que Charlie Hebdo avait eu tort de publier les caricatures. Vous ne pensez pas que Samuel Paty a eu tort d'enseigner les caricatures, contrairement... Vous ne pensez pas que Samuel Paty a eu tort d'enseigner les caricatures, contrairement à cette infamie qui s'est déroulée à Sciences Po il y a quelques jours, et où en guise d'hommage à Samuel Paty, on a invité un ensemble de personnes à dire tout le mal qu'elles pensaient des caricatures islamophobes qu'il avait montrées à ses élèves. Vous ne pensez pas que la philosophie des Lumières est un instrument, je cite, de domination d'une caste dominante néocoloniale de privilégiés occidentalo-impérialistes. Vous êtes les veilleurs, vous êtes les gardiens des Lumières, en tout cas c'est comme ça que je vous vois. Vous n'êtes pas pour les accommodements raisonnables j'aurais pas dû utiliser ce terme-là, qui détricoteront notre modèle égalitaire pour nous faire accepter que dans certains territoires, certains soient moins égaux que d'autres, les femmes, les juifs, les libertaires, les homosexuels, ou alors il faudrait vivre séparément selon une philosophie importée du monde anglo-saxon qui n'est pas la nôtre. Nous voulons vivre ensemble. Vous ne pensez pas
Vous ne pensez pas que la laïcité, pour reprendre des termes d'universitaires qui se sont exprimés récemment, soit un instrument de racisme systémique et une machine de guerre contre l'islam. Vous ne voyez pas les êtres humains uniquement au travers de leur race, de leur religion, de leur couleur ou de leur genre. Et vous ne mettez pas dans des cases des communautés comme étant des victimes quasiment ontologiques sous prétexte qu'elles seraient de telle religion, de telle race ou de telle couleur. Vous ne voulez pas effacer de l'histoire de France certaines figures, comme les staliniens l'ont fait, comme les gardes rouges l'ont fait et comme les anglo-saxons le font aujourd'hui, sous le prétexte d'un grand progrès pour l'humanité que l'on appelle le wokisme, une nouvelle religion sans culture qui n'est rien d'autre que la réinvention de la théorie des races inversées. Vous n'avez jamais éprouvé de gêne à dénoncer les ateliers interdits aux Blancs ou aux hommes, et vous n'avez jamais soutenu les interdictions de pièces à la Sorbonne. C'est votre force. Vous êtes cohérent, vous n'avez jamais cédé, vous êtes ancré dans l'histoire de ce pays, dans ses traditions, et en même temps, je vais me permettre en même temps, et en même temps dans la modernité, parce qu'il n'y a rien de plus moderne que l'universalisme, que la laïcité, que les valeurs républicaines et que la raison, et qui sont attaquées de toutes parts. Attaquées de toutes parts, aussi bien par ceux qui veulent tout casser, tout disloquer, qui développent des discours hystériques de guerre civile en guise de solution, et par ceux qui ne veulent jamais rien voir, qui sont dans le déni, et vous êtes du terrain, et les problèmes, vous les voyez. Ces deux extrêmes-là, l'extrême droite et l'extrême gauche, se nourrissent, ils s'alimentent sans fin, et ce sont des machines à éradiquer tous les modérés, et tous les hommes et les femmes de raison. On l'a vu aux États-Unis, ces deux idéologies se nourrissent à l'infini, et on commence aujourd'hui à le voir en France, le trumpisme et le wokisme. Vous savez que la théorie du grand remplacement est un non-sens. Je suis un enfant d'immigrés. Ahmed Mebaré était un enfant de l'immigration. Mustapha Orad, correcteur à Charlie, était un enfant de l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait de nous? On est dans le grand remplacement aussi. Comment on nous compte? Il n'y a pas de risque de grand remplacement de population. Par contre, il y a un risque de grand remplacement de notre rêve d'universalisme par des idéologies qui disloquent, qui fragmentent, qui enferment dans des cases. Et ces idéologies sont incompatibles avec notre universalisme, notre beau rêve généreux d'universalisme. Il a été inventé sur ce sol au XVIIIe siècle. Et si ces idées disparaissent, alors ma conviction, puisqu'on m'a demandé mon regard de citoyen, c'est que plus rien ne tiendra ce pays. Ces idées sont devenues ce pays et ce pays sont devenus ces idées. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle notre pays résiste plus qu'aucun autre à ces nouvelles idéologies. Vous savez les dangers du retour du religieux dans notre sphère publique, dangers pour les non-croyants et pour les croyants, et de toutes les religions. Vous savez, je le crois, que le mal vient souvent de ce que l'homme se trompe au sujet du bien, pour citer Socrate, et qu'il faut se méfier des gens qui disent qu'ils ont le bien entre les mains sans avoir aucun doute sur cela. Vous êtes les gardiens du temple républicain, c'est votre ADN, et c'est un ADN inclusif, bienveillant, mais ferme. Et cela m'amène au dernier point, à mon regard citoyen, m'a-t-on demandé, sur la situation actuelle. Alors je vais encore parler de vous, mais peut-être que cette fois, je vais exprimer un désaccord. Je me trompe peut-être, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai de gros doutes sur le concept d'union des gauches en 2021. C'est dit. Je n'ai plus l'habitude de ne pas faire de langue de bois, donc je n'ai plus, je dois vous le dire, aucun espoir de voir le PS se réinventer, devenir à nouveau audible, développer une vision, faire preuve d'audace, dire des choses. Ce parti ne portera plus nos valeurs, il a peur de son ombre, il ne croit plus en lui, on ne peut pas y croire à sa place. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a, je le crois, aucune dynamique du côté de Madame Hidalgo, pour laquelle j'ai la plus grande amitié et le plus grand respect, mais que peut-elle faire? S'en armer
comme un canard sans tête, ils ne savent pas pourquoi aller se battre. La situation du PS est complètement folle et il faut en tirer les enseignements. Et c'est un parti que je connais bien, comme vous. Voilà un parti qui est à 4, 5, 6% d'intention de vote. Mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre à avoir de l'audace? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre à tenter de se baisser pour devenir l'étendard des valeurs républicaines? Quand ils le font, et je pense à monsieur Michael Delfos ou à Caroline Delga, ils explosent leur score et ils passent de 5% à 15% ou à 20%. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre quand on est à 5%? Mais le pire de tout, et c'est là que c'est encore plus fou, c'est qu'ils pensent, quand vous les prenez un à un, et vous le savez, et vous leur parlez, en réalité, ils pensent exactement comme nous. Mais ils ne le diront jamais. Et pourquoi ne le diront-ils jamais alors qu'ils tripleraient leur score électoral, alors que c'est ce qu'ils pensent? Je vais vous dire pourquoi ils ne le diront jamais. Parce qu'ils ont peur que le lendemain matin, dans un article de journal qui sera lu par 0,001% de la population ou un éditorial d'une radio qui sera écouté par 0,01% de la population, on dise d'eux des choses pas gentilles. On s'en remet. On survit à des mauvais articles ou à des critiques. Et c'est bien le boulot des journalistes, et c'est légitime qu'ils le fassent. À la fin de sa vie, que se diront-ils? Que se diront-ils? On a réussi notre vie, on lui a donné un sens parce qu'on a évité un mauvais article dans Télérama. Ça n'a aucun sens. Et pendant ce temps-là, les électeurs de gauche ne savent plus pour qui voter. Alors le PS, je crois malheureusement, il n'y a plus rien à en attendre. LFI, pardon de vous le dire, mais une union de la gauche dans laquelle figurerait LFI, je ne voterai jamais pour. On ne peut pas. Ils ont le droit. Il y a une place pour l'extrême gauche. Ils sont cohérents. Il y a une offre politique claire de M. Mélenchon, et là encore c'est tout à fait légitime, mais on ne peut pas me demander de voter pour des gens qui pensent exactement à l'inverse de ce que je pense. Je ne voterai jamais pour Clémentine Autain, pour Daniel Obono ou pour M. Jean-Luc Mélenchon. Ils ont une vision de la République opposée à la mienne. Alors je pourrais voter, effectivement, sans aucun problème pour M. Yannick Jadot, mais certainement pas si l'idée me traverse l'esprit que derrière lui, il y a Sandrine Rousseau, qui vous enverrait tous en camp de déconstruction et de rééducation. Je n'y crois pas, on ne reconstruira pas ainsi, nous ne parlons plus la même langue républicaine, ça ne serait pas lisible, et de toute façon, nous savons tous que M. Jean-Luc Mélenchon se présentera sous ses couleurs, parce que c'est sa dernière élection présidentielle. Vous avez le bon logiciel, vous êtes les derniers vrais égalitaires, vous êtes les derniers vrais libertaires, et j'en veux pour preuve, alors je n'ai pas été regardé dans votre programme si c'était toujours d'actualité, mais je me fie à mes souvenirs, et j'en veux pour preuve vos positions sur la dépénalisation du cannabis, mesure à laquelle je suis extrêmement favorable. Moi j'irai jusqu'à la légalisation. Vous avez votre parti à l'histoire, votre parti à la structure, vous avez les élus, vous avez les compétences, vous avez l'expérience. Je n'ai aucune idée de savoir s'il vous faut présenter ou pas un candidat à l'élection présidentielle, mais ce que je sais avec certitude, c'est que vous avez un rôle d'avant-garde dans la reconstruction de l'idéologie républicaine, d'un programme républicain, de la réinvention d'une gauche moderne. Ce que je ne sais pas, et c'est toute la question, et peut-être ne le savez-vous pas encore, et peut-être que cette journée est faite pour que vous le sachiez en fin de journée, c'est si vous avez cette chose merveilleuse sans laquelle absolument rien n'est possible dans la vie, le désir. Le désir d'y aller. Le désir de reconstruire idéologiquement la gauche, sans complexe, le désir de parler de tout, et des pires sujets pour la gauche. Et c'est nécessaire. Et jusqu'à l'immigration. Je n'ai aucune compétence dans cette matière-là. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais je sais
qu'on ne peut pas être silencieux sur la question et laisser cette question aux autres. Il doit bien avoir un moyen terme, une solution de raison qui tient compte du réel, mais qui ne va pas, qui serait autre chose que de dire on va sortir de l'Europe, on va fermer les frontières et on va supprimer le Conseil constitutionnel. Il doit bien y avoir une voie médiane. Et je suis certain que dans votre parti, il y a des gens qui ont travaillé, qui connaissent cette question et qui ont des choses à proposer. Mais en tout cas, la solution n'est certainement pas le silence. Avez-vous ce désir ? Avez-vous le désir aussi, et ça va jusque-là, et vous verrez que je suis très ambitieux pour vous, de proposer une nouvelle transcendance qui nous manque tant. Quand on est jeune, quand on a 18 ans, on a et à tout âge d'ailleurs, mais encore plus à cet âge-là, on a besoin de croire à plus grand que soi, on a besoin d'avoir un idéal. Qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui à notre jeunesse ? Des peurs climatiques qui sont bien réelles, mais on ne peut pas se nourrir exclusivement de peurs, des peurs sociales, des peurs économiques, des peurs identitaires. Où est le grand dessein ? Où est la transcendance ? Il faut réinventer jusqu'à cela. Et la transcendance, ça peut être la raison, ça peut être le combat pour les libertés, parce qu'on a oublié que ce combat-là avait un prix, qu'il fallait le payer, que les libertés, ce n'était pas acquis de toute éternité, que rien n'était jamais acquis, et que c'était un combat extrêmement moderne, et que cela nous permettrait d'éviter et le populisme et un modernisme délirant de l'autre côté. Quelques hommes ont changé le monde en XVIIIe siècle. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient encyclopédistes, ils étaient philosophes, ils étaient scientifiques. Ils ont donné la Révolution française quelques années plus tard. Vous êtes plus que quelques-uns ici. Vous pouvez changer la gauche, la France et peut-être le monde en proposant une alternative aux idéologies actuelles. Il y a un espace politique immense. Il y a un espace politique immense en jachère, à gauche, et avec de l'audace, il est cultivable. Et là, un mot sur Éric Zemmour. Comment ne pas en parler si on fait une analyse politique de la situation ? Et si l'on prend un peu de hauteur, je n'irai évidemment pas dans ce qu'il propose, mais si on prend un peu de hauteur, là encore, la situation est incroyable. Voilà quelqu'un qui, il y a 6 mois, était journaliste, qui n'a aucune compétence, qui n'a aucune expérience, qui n'avait aucun parti politique, qui n'est même pas candidat encore, qui relègue Marine Le Pen, compte tenu de son programme, à peu près au centre droit, et on nous dit qu'il fait 15%, voire 45% au second tour. Ne pas voir ce que cela dit, c'est une folie. J'en tire 2 enseignements. C'est comme si vous étiez dans une centrale nucléaire et que vous avez un bouton rouge qui s'allume et qui dit danger, danger, danger. Et puis quand le bouton rouge va s'éteindre parce qu'il ne sera pas élu, vous faites comme si rien ne s'était passé et vous n'allez pas vérifier le système et vous ne vous posez pas la question peut-être des institutions ou des thèmes qu'il aborde. On fait ça depuis trop longtemps. Il faut prendre ces questions à bras-le-corps. Et il faut réfléchir à donner de l'oxygène à nos institutions. Et puis le deuxième enseignement, c'est que ce pays est en attente de quelque chose. Et c'est à vous de faire en sorte que ce quelque chose ne devienne pas n'importe quoi. C'est à vous de proposer les solutions de raison qui repoussent les obscurantismes qui nous menacent de toutes parts. Les astres sont alignés, tout un peuple est en attente. Vous avez aujourd'hui, je le crois, une responsabilité, peut-être même un devoir de reconstruction, de proposition, de créativité joyeuse, audacieuse et courageuse. L'attente de renouveau de la gauche républicaine est considérable. Les enjeux sont immenses, ils sont civilisationnels. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec le bon président pour y répondre et pour être à l'avant-garde de ce renouveau. Il ne reste plus peut-être qu'à vous convaincre d'une chose, et c'est l'auteur du droit d'emmerder Dieu qui vous le dit, il suffit d'avoir la foi. Merci.